L'invité du 12-13 de Souvenir FM. Souvenir FM. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel invité du 12-13. Nous sommes le jeudi 10 mars, nous sommes en direct et j'ai avec moi aujourd'hui dans le studio une invitée. Il s'agit de Nathalie Horty qui est déléguée sud-ouest pour l'association APESAC. Bonjour Nathalie. Bonjour Craig. Vous allez bien Nathalie? Très bien. Bon, la dernière fois qu'on s'est vu c'était une autre casquette. Oui. C'était votre casquette de maman. C'est ça. Bah oui. Bon, je suis toujours maman. Bah oui, ça n'a pas changé depuis un mois, même pas. Bon, on va parler évidemment d'APESAC aujourd'hui. Vous allez m'expliquer ce que c'est, pourquoi, comment, ce qui se passe. Il y a plein d'actions, il s'est passé plein de choses. La dernière fois qu'on s'est vu c'était il y a longtemps. 28 janvier 2020. Incroyable. Il s'est passé des choses depuis. On a été confinés, reconfinés, déconfinés. Il s'est passé plein de trucs. On va parler de tout ça avec vous. On appellera aussi Marine Martin, qui est la présidente de l'association. Oui. En espérant que la technique fonctionne. Oui. Que tout marche. Moi, vous savez, on aime bien quand il y a des petits bugs comme ça, des petits trucs. Donc, on essaiera de l'appeler tout à l'heure. Elle est dans le train pour l'instant. Et puis voilà, on reste ensemble jusqu'à 13h. On écoute d'abord le Flash Info. Ça dure 2 minutes et on se retrouve juste après. Ça vous va? Super. Alors, à tout de suite. Souvenir FM. Un jour, un invité, c'est le 12-13 de Souvenir FM. Économie, sport, environnement, politique et vie sociale. Tous les jours de la semaine. Souvenir FM invite un acteur de votre actualité dans le 12-13. Dans le 12-13. Et aujourd'hui, mon invité du jour, c'est Nathalie Horty, qui est déléguée sud-ouest pour l'association APESAC. Rebonjour Nathalie. Rebonjour. On est toujours en direct, oui. Nathalie, et tout marche. C'est fantastique. Super. C'est beau, c'est merveilleux. Qu'est-ce que c'est APESAC, Nathalie, pour les gens qui n'étaient pas là la dernière fois et les fois d'avant? Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire et comment ça fonctionne? Dites-moi tout. Donc l'APESAC, c'est l'association des parents d'aide aux parents d'enfants souffrant du syndrome de l'anticonvulsivant. Ouais. Donc le syndrome de l'anticonvulsivant, c'est un médicament anti-épileptique ou un médicament qui régule les troubles de l'humeur qui peut être pris pendant la grossesse et qui fait que le bébé, l'enfant, a des atteintes qui peuvent être neurologiques, donc des atteintes qui peuvent être un retard mental, des troubles du langage, des troubles psychomoteurs, un trouble du comportement et aussi des atteintes malformatives qui peuvent être des malformations des membres, malformations cardiaques. Ouais. Voilà, donc ça, l'APESAC, c'est aujourd'hui une association qui a été créée par Marine Martin. Qu'on aura tout à l'heure. Voilà, qu'on aura tout à l'heure au téléphone, qui a 2 enfants qui sont handicapés suite à la prise de ce médicament. Et aujourd'hui, l'APESAC est une association reconnue par l'État et qui gère à peu près, pour l'instant, nous avons recensé 6700 victimes à peu près. Ouais. À l'APESAC, dont des enfants malheureusement qui sont décédés. Et là, je dois avoir une pensée pour Malik, qui est décédé en janvier, qui était un enfant de 14 ans, qui était autiste sévère, qui avait une malformation cardiaque. Et en fait, quand on est handicapé, autiste, on n'est pas prioritaire pour une greffe du cœur. Et il est décédé en janvier. Donc aujourd'hui, je pense aussi à sa famille. Et ça, c'est des choses intolérables, effectivement. Ouais, justement, de là à monter une association, c'est que forcément c'est avéré, c'est que c'est des choses qui ont eu lieu, qui existent. Est-ce qu'il y a une reconnaissance de l'État? On sait que non. Alors de l'État, oui. L'État a reconnu effectivement qu'il avait fauté. Aujourd'hui, il y a une reconnaissance de l'État, mais pas du tout du laboratoire. Et aujourd'hui, le combat judiciaire, en tout cas, il se porte là-dessus, sur ce déni en fait de responsabilité du laboratoire Sanofi, qui aujourd'hui ne reconnaît rien et surtout n'indemnise rien. Et c'est l'État qui indemnise à la place du laboratoire. Le but de l'association, c'est quoi justement? C'est de regrouper les gens pour qu'ils s'entraident, pour monter des actions collectives, pour sensibiliser les gens aussi, parce que c'est des médicaments qui sont toujours sur le marché. Oui, aujourd'hui, le but de l'association, c'est l'information. Déjà, il faut qu'il y a des flyers qui ont été édités par l'association pour informer sur la dépakine et sur les autres antiépileptiques et sur le problème avec la 2e génération, dont on parlera effectivement tout à l'heure. C'est aussi effectivement aller voir les pouvoirs publics pour demander des études sur les problèmes dus à ces médicaments sur les générations futures. C'est aussi tout le combat judiciaire, puisque aujourd'hui l'association est engagée dans une action de groupe qui va permettre aux familles, dès que ça sera possible, de pouvoir être indemnisées. Donc effectivement, c'est recenser toutes les victimes, parce qu'il n'y a pas de recensement fait par
personne. C'est l'association qui recense toutes ces victimes. Donc effectivement, il y a beaucoup de travail à faire. C'est la seule association qui a ce but-là, qui est en rapport avec ces médicaments-là, ou il y en a d'autres en France? Non, c'est la seule association qui s'occupe effectivement de ce genre de problèmes de santé, oui. Bon, du coup, combien de personnes pour gérer l'association? Il faut du monde. Oui, donc il y a Marine Martin qui est salariée de l'association. Il y a également Miranda qui est au bureau, qui reçoit les appels des familles et qui est également salariée. Et après, il y a des bénévoles. Il y a une dizaine de bénévoles en région qui font le lien pour l'information en région. Voilà, donc effectivement, ça fonctionne comme ça. Ouais. Comment on fait pour sensibiliser les gens à ça? Qui il faut sensibiliser? Est-ce que c'est plus les parents ou est-ce que c'est aussi le corps médical, parce que peut-être qu'il y a certains médecins, ils se disent bon ben voilà, la dépakine, on y va, même si vous êtes enceinte, il se peut qu'il y ait quelque chose, mais on n'en sait pas plus que ça. Alors aujourd'hui, c'est avéré effectivement que la dépakine, elle est interdite pour les femmes en âge de procréer. Donc là, aujourd'hui, il y a un protocole de soins que la patiente doit signer pour dire qu'elle est au courant. Donc là, normalement, la dépakine ne doit plus être donnée aux femmes enceintes, aux femmes en âge de procréer. Et ça, c'est quelque chose d'avéré. Maintenant, il faut sensibiliser tout le corps médical sur les autres antiépileptiques. Parce que le problème, c'est sur les autres antiépileptiques, ils ont tendance à dire à les neurologues, allez-y, alors que l'agence du médicament dit que tous les médicaments antiépileptiques sont toxiques pour le fœtus. Donc aujourd'hui, il y a un logo depuis 2017 sur les boîtes de médicaments pour dire que c'est interdit. C'est le logo avec la femme enceinte barrée, c'est ça. Pour dire que c'est interdit ou que c'est dangereux. C'est quelque chose qui est important, qui a été fait par la PESAC, par Marine Martin, qui a imposé ce logo aux fabricants de médicaments. Mais aujourd'hui, il y a un peu de déni. Il y a le corps médical qui dit allez-y, vous n'aurez pas de problème. Et aujourd'hui, non, on ne peut pas dire allez-y, vous n'aurez pas de problème. Oui. On ne peut pas fermer les yeux en ayant autant de victimes. Et encore, c'est celles qui sont recensées, mais il y en a beaucoup plus. Oui, il y en a beaucoup plus, puisque dans le cas de la dépakine, les études estiment 30 000 enfants victimes. Oui, ce qui fait 5 fois plus ou presque que ce qui a été recensé par l'association. Il faut savoir que dans le cas de la dépakine, un enfant sur 2 a un risque d'avoir un trouble. Donc un enfant sur 2 qui naissait, c'est énorme. Quand on sait que l'épilepsie représente 600 000 personnes en France, déjà, et que c'était un médicament qui était énormément commercialisé par le laboratoire, parce que c'était un médicament qui convenait à beaucoup de femmes. Donc effectivement, voilà. Bon, très bien, très bien. On marque une pause, Nathalie? Oui. Un peu de musique, on se retrouve juste après. On va parler justement des troubles. Vous allez m'expliquer comment ça se manifeste et comment on détecte tout ça. Ça vous va? Très bien. À tout de suite. Souvenir FM. Un jour, un invité, c'est le 12-13 de Souvenir FM. Économie, sport, environnement, politique et vie sociale. Tous les jours de la semaine. Souvenir FM invite un acteur de votre actualité dans le 12-13. Dans le 12-13. Et de retour avec mon invité du jour, Nathalie Horty, déléguée Sud-Ouest pour APESAC, l'association d'aide aux parents d'enfants souffrant du syndrome de l'anticonvulsivant. On en a parlé juste avant, on a présenté l'association. Concrètement, Nathalie, comment ça se manifeste quand on a été en contact avec un de ces médicaments et que son enfant ou son fœtus a un problème, a un souci dû à ça? Ça se manifeste comment au quotidien et dans la vie? Alors ça se manifeste très tôt, et notamment quand ça peut se manifester pour mon fils, par exemple, si je prends son exemple, ça s'est manifesté très tôt parce qu'il ne prenait pas les objets, il bougeait pas, il était complètement hypotonique, et on a vu. Au bout d'1 an, on est allé consulter un neuropédiatre qui a diagnostiqué un retard de développement global. On voit bien dans le développement de l'enfant très tôt que ça fonctionne pas normalement. Et après, ça peut se manifester aussi quand on arrive à l'école, parce que souvent, quand les enfants arrivent à l'école, il y a les apprentissages, et souvent, c'est des troubles des apprentissages. Et après, il y a toute la partie malformative, où là, effectivement, ça peut aussi se voir dès la naissance, ou pas plus tard, avec les malformations cardiaques, avec des problèmes, effectivement, qui se découvrent plus tard. Est-ce qu'on peut le confondre, ou est-ce que quand on a pris ce genre de médicaments,
On a quand même de fortes chances que ça arrive ou pas? On n'en sait rien. Dans le cas de la dépakine, c'est un enfant sur 2. Oui. Donc effectivement, pour moi, c'est systématique. Oui. Si on a pris un médicament anti-épileptique ou régulateur de l'humeur pendant la grossesse, c'est un médicament qui va éviter les décharges en fait au niveau du cerveau. Oui. Donc forcément au niveau du fœtus, il va y avoir une atteinte. Oui. Ça me paraît tout à fait logique. Là, il n'est pas question de génétique ou quoi que ce soit. Il est question vraiment simplement d'une substance qui va provoquer des troubles. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des alternatives justement à ces substances-là pour régler les troubles de l'humeur ou de l'épilepsie pendant la grossesse? Est-ce qu'il y a des médicaments qui sont plus sains? Aujourd'hui, l'agence du médicament, on dit que tous les médicaments sont toxiques pour le fœtus. Ouais. Donc il y a l'alternative, c'est de bien s'informer, de bien savoir ce qu'on fait, de voir quand même avec son médecin s'il n'est pas possible de diminuer le traitement pendant la grossesse. Ça, c'est aussi une alternative. Et s'il n'y a pas d'autre alternative, il faut envisager d'autres solutions. Moi, certainement, si j'avais été informée des troubles de mon fils aujourd'hui, j'aurais cherché une autre alternative pour avoir un enfant. Oui, c'est sûr. Parce que c'est hyper lourd au quotidien. C'est lourd pour lui parce qu'il se sent effectivement différent des autres et c'est lourd pour nous parce que quand on a un enfant handicapé, on réfléchit le quotidien différemment. On est encore dans les prises en charge. On était dans les prises en charge depuis l'âge de 2 ans. Il a 16 ans bientôt, on est toujours dans les prises en charge. Ouais. Donc c'est un quotidien qui est complètement chamboulé. Donc c'est une décision qui doit être faite en conscience. Et ça, c'est quelque chose qui... L'information, là, elle est vitale. Ouais. Concrètement, ça veut dire que si on est sous traitement de ce type-là, le mieux c'est de s'abstenir d'avoir des enfants? C'est difficile, c'est une décision qui est hyper compliquée, que chacun doit faire en conscience, mais sachant le risque d'avoir un enfant handicapé, c'est une décision qui doit être réfléchie, en tout cas très réfléchie, et pas simplement avec un avis d'un médecin qui vous aura dit oui, allez-y. Il n'y a pas de souci. Il faut aussi prendre l'avis des associations. Et il y a des sites, il y a le site du CRAT, il y a des sites, le centre des agents tératogènes également. Et il y a le site de la NSM, de l'agence du médicament. Enfin, il y a énormément d'informations qui sont disponibles sur Internet. La notice à l'attention des médecins, elle est aussi le RCP, le résumé caractéristique produit, est disponible aussi sur Internet. Donc c'est quelque chose qui est connu maintenant et sur lequel on peut trouver des informations. Donc il faut aller s'informer. Il faut s'informer. Justement, un médecin qui dit oh non mais allez-y, c'est bon, il n'y a pas de souci. Enfin, moi je trouve ça aberrant d'entendre ça. Est-ce que ça arrive? Oui, ça arrive. Ça arrive. Mais pourquoi? C'est un manque d'information ou c'est en disant vous allez passer entre les gouttes avec de la chance? Mais derrière il y a des laboratoires pharmaceutiques avec des intérêts énormes. Donc effectivement, c'est logique. Un médecin dans sa formation, il entend parler de médecine tout le temps, ce qui est logique. Et je suppose que les laboratoires viennent, donc c'est normal que le médecin. Et le but n'est pas de dire arrêtez votre traitement, surtout pas. Il faut garder un avis médical. Le médecin, il est hyper important, mais il faut s'informer d'une manière globale et pas seulement avec un avis. Parce que justement, ce genre de traitement, c'est des traitements tout le temps. Oui, c'est des traitements à vie. C'est à vie. On ne peut pas les stopper pendant 9 mois, pendant qu'on est enceinte. On peut peut-être les stopper ou les diminuer. Dans mon cas, je suis plus épileptique, donc moi, j'aurais pu peut-être arrêter mon traitement avant ma grossesse. Ça, je ne le saurais jamais. Mais aujourd'hui, je ne prends plus de traitement. Donc, il y a une réévaluation du traitement à faire, mais qui n'est pas faite forcément automatiquement par les médecins. Bon. Est-ce qu'il y a des médecins qui font partie de l'association, qui sont proches de l'association, qui suivent un peu votre action et qui voient ce qui se passe? Oui, il y a un conseiller scientifique, donc il y a une épidémiologiste, Catherine Hill, il y a le docteur Braillon également, qui a aidé à Marine à publier cette étude dans une revue scientifique concernant la 2e génération, parce qu'aujourd'hui on est confronté à un gouvernement qui se méprise en fait
acceptent les victimes et qui se fichent de savoir si dans quelques années nos petits-enfants vont être aussi avoir des troubles comme nos enfants les ont. Ouais. Donc effectivement, il y a des médecins qui soutiennent l'association pour permettre au niveau scientifique d'avoir de nouvelles données, d'avoir des études, de répondre aux questions des familles, parce qu'aujourd'hui les familles se demandent qu'est-ce qui se passe si mon enfant a des enfants, et aujourd'hui on n'est pas en mesure de répondre à la famille, parce nous avons des cas d'enfants, de petits-enfants qui ont des troubles, alors que leur maman ne prenait pas de médicaments mais leur grand-mère en prenait. Donc aujourd'hui, on n'est pas en mesure de répondre, et on aimerait bien que le gouvernement se saisisse de ces études pour aller plus loin dans ce domaine. La dernière fois qu'on s'était vu, on avait parlé justement d'une étude demandée par Marine Martin à l'INSERM. L'INSERM a dit non. Oui, voilà. L'INSERM veut bien faire quelque chose, mais éventuellement, mais dans ce qu'ils veulent faire eux, et donc qui ne correspond pas à la demande de l'association. Donc, en fait, l'INSERM aussi est là aussi pour récupérer de l'argent et de coup faire des choses, mais qui ne sont pas utiles pour l'association. Ouais. Donc, l'utilité, c'est de faire des études pour savoir comment ça fonctionne pour la transmission, pour savoir si on a des risques de transmettre. Effectivement, que nos petits-enfants soient handicapés aussi ou pas. Dans ce cas-là, on prend aussi la décision en conscience, si on le sait, de faire un enfant ou pas. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est une question que se pose beaucoup de familles. Ce médicament est commercialisé depuis 1967. C'est ça. Donc, il y a des enfants, des paquines qui sont grands et qui sont en âge d'avoir des enfants. Donc, c'est ça, ils sont trentenaires à peu près, ils sont en train de se dire, voilà. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'y vais ou pas? Donc ce sont des problèmes effectivement qui seraient utiles, indispensables d'investiguer, mais pour l'instant le gouvernement s'en fiche complètement. C'est assez paradoxal parce que le gouvernement sait que vous existez, ils sont là et malgré ça ils font pas en sorte qu'on aille de l'avant. Oui, on a un gouvernement en ce moment qui est aussi proche des laboratoires énormément. Donc on sait que les accointances de M. Macron avec Sanofi, enfin on sait, voilà. Donc effectivement, c'est compliqué. C'est compliqué. Est-ce que cette affaire des paquines, c'est un vrai scandale sanitaire, comme ça a pu être le Mediator ou ce genre de choses? Oui. On est sur le même... C'est encore... Moi, je dirais que c'est encore pire parce que aujourd'hui, dans le scandale du Mediator, Servier a reconnu sa responsabilité. Oui. Aujourd'hui, dans le scandale de la Dépakine, Sanofi ne reconnaît pas sa responsabilité, malgré une condamnation au pénal en 2020, une mise en examen pour tromperie aggravée et homicide involontaire, malgré une action de groupe qui en janvier 2022 a donné à une reconnaissance de la faute de Sanofi et que son produit était défectueux. Sanofi vient de faire tout de suite appel de la décision. Donc ça veut dire qu'ils ne reconnaissent rien et que aujourd'hui dans le dispositif ONIAM, qui est le dispositif d'indemnisation amiable pour les accidents médicaux, Sanofi ne paye pas. C'est l'État qui paye à la place de Sanofi. Donc aujourd'hui on en est à un laboratoire qui est dans le déni complet et qui ferait bien de se mettre à la table des négociations, parce que on est des milliers de victimes et qui pourront pas se cacher derrière ça. Les procédures vont se multiplier. Il y a des procédures au civil qui vont arriver courant de l'année ou sur lesquelles il y aura également des jugements. Ils ont été mis en examen, ils ont été reconnus responsables, mais ils disent que c'est toujours pas eux. C'est ça qui est c'est hyper paradoxal quand on voit ça de l'extérieur. Enfin, moi je suis pas du tout là-dedans, ni avec Sanofi, ni vous, mais quand on voit ça de l'extérieur, c'est écrit noir sur blanc qu'il y a eu une faute, qu'il y a eu une tromperie, et malgré ça, on fait quand même appel, alors qu'on sait évidemment qu'on est coupable. C'est quoi le but? C'est perdre du temps, c'est ne pas mettre la main au portefeuille, c'est un mix de tout. C'est tout ça en fait. Le but c'est de gagner du temps pour ne pas payer. Et le gain de temps va se faire par les appels, par la cassation qui aura sur toutes les procédures. Ils vont faire appel. J'ai accompagné Marine Martin en septembre quand il y a eu le plaidoyer de l'action de groupe au tribunal judiciaire de Paris. Je l'ai accompagnée avec Claire aussi qui était là. Et en fait, on a vu le plaidoyer toute la matinée, le plaidoyer de notre avocat et ensuite le plaidoyer de Sanofi. Et là, on se rend compte que des années après le début de l'action,
le discours, il est toujours le même. Ouais. C'est pas nous. Nous, on a prévenu, c'est pas nous, c'est les autres. Enfin, c'est pas possible, c'est pas entendable, surtout après tout ça, oui. et après toutes les données scientifiques, enfin, voilà, on en est toujours au même discours d'il y a 10 ans de Sanofi. C'est pas tolérable. C'est ça. Après, on le sait souvent, hein, quand on s'attaque à des grands groupes comme ça, c'est toujours un peu, voilà, c'est un peu David contre Goliath, c'est un peu compliqué, quoi. Est-ce que vous perdez un peu espoir, Nathalie, ou pas ? Ah non, il faut garder espoir. Bah oui. On en a besoin déjà. Nos vies personnelles sont complètement bouleversées avec ce qui s'est passé. Voilà, dans le cadre de Marine, elle a perdu son travail niveau professionnel, sa vie personnelle. Voilà, c'est compliqué parce que ils aimeraient bien retrouver une vie normale. Ouais. Et elle se bat toujours et elle continue avec courage, mais forcément l'espoir est toujours là, parce que quand on voit des décisions de justice comme il y a là, on se dit qu'effectivement ça porte ses fruits et qu'à force de taper sur Sanofi, ils vont bien finir par plier, parce que la justice, à un moment donné, elle dira stop, il y aura bien un moment où ça va, voilà, mais c'est très long et effectivement c'est très éprouvant. Il y a des moments où on est fatigué et voilà, il y a des moments où on est fatigué et moi, par exemple, mon fils, il me dit allez maman, continue, tu te bats, c'est super, et voilà, il m'encourage à fond, et donc je me dis pour lui, je peux pas lâcher. Ouais. Il faut continuer le combat, et Marine, pour les familles, il faut qu'elle continue, parce que si elle le fait pas, personne ne le fera à sa place. Oui. Est-ce que le fait d'engager des actions comme ça amène plus d'appels, plus de familles qui vous contactent en disant voilà, moi je pense que je fais partie de ça, est-ce que ça apporte un peu une vitrine à tout ça, le fait aussi de faire des actions? Oui, à chaque fois qu'il y a un jugement, à chaque fois des familles contactent. Alors, il y a des familles qui n'en ont pas trop entendu parler, ou qui, encore, parce que malgré que le scandale il a éclaté déjà depuis 10 ans, des familles sont encore... on se demande, parce qu'on se dit, mon enfant, il n'est pas touché, mon enfant, par exemple, il est très bon à l'école, il n'a pas de souci d'apprentissage, il a même un haut potentiel. Si, votre enfant, il est touché parce qu'il a un haut potentiel, et qu'il a pas de souci d'apprentissage, mais dans sa sociabilité, il va être tout seul, il n'aura pas d'amis, par exemple. Donc, effectivement, on peut se dire, oui, mon enfant n'est pas touché, mais si, comme je dis, c'est un risque sur un enfant sur 2, c'est énorme. C'est beaucoup. Donc, effectivement, ça peut être des troubles divers et variés. Ouais. Et donc, oui, effectivement, les enfants sont touchés, et les familles nous contactent. Il y a aussi le côté financier, forcément, qui fait que familles contactent. Effectivement, il y a des soins pour ces enfants-là qui coûtent cher. Il n'y a pas forcément des fois de solution de prise en charge de soins. Donc voilà, c'est un vrai bouleversement, on l'a dit. C'est difficile, et c'est difficile, et encore une fois, il y a des enfants qui sont aussi morts pour ça, donc c'est quelque chose qui aujourd'hui est indispensable de continuer, et nécessaire pour tous ces enfants handicapés en fauteuil roulant, et tous ces enfants qui sont partis maintenant. Ouais. Bon, très bien. On marque une pause, Nathalie ? Très bien. Ouais. On appelle Marine aussi ? Oui, tout à l'heure. Normalement, son train vient d'arriver. Bon, qui est numéro 2 à Rennes. On va en parler juste après avec elle, si on arrive à la voir. On se retrouve juste après, à tout de suite. Vous écoutez en ce moment le 12-13 de Souvenir FM. Souvenir FM. Économie, sport, environnement, politique et vie sociale. Tous les jours de la semaine. Souvenir FM invite un acteur de votre actualité dans le 12-13. Et toujours en compagnie de mon invité du jour, Nathalie Horty, déléguée Sud-Ouest pour l'association APESAC, et normalement, Marine Martin qui est là aussi. Marine, vous m'entendez ? Oui, bonjour à tous. Bonjour Marine. Bonjour. Vous allez bien, Marine ? Très bien. En voyage entre Paris et Rennes pour un spectacle de magie au profit de l'association, mais toujours à fond. Eh ben oui, on va en parler. Alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure, juste avant de prendre l'antenne. Je suis ravi de vous avoir au téléphone. J'entends parler de vous depuis des années. Nathalie, elle me parle de vous à chaque fois que vous venez, à chaque fois qu'elle vient en tout cas. Et voilà, donc bienvenue Marine sur Souvenir FM. La prochaine fois, il faudra venir en vrai.
Oui, promis, je passerai vous voir, promis. Bah ça serait bien, ça serait bien. Bon, Marine, parlez-moi un peu de vous, un peu de votre parcours, de pourquoi vous avez monté cette association, comment ça s'est passé, le quotidien, je veux tout savoir, je suis hyper curieux, je sais pas si Nathalie vous a dit, mais voilà, j'aime bien tout savoir. En fait, comme Nathalie, donc quand mon fils est né en 2002, je me suis posé la question parce que je voyais tout de suite les médecins ont diagnostiqué une malformation au niveau de son sexe. Donc il n'y avait pas eu de malformation comme ça dans la famille, donc je me suis interrogée. Et puis après, à l'âge de parler, il parlait pas, à l'âge de marcher, il marchait pas. Et donc forcément, au bout d'un moment, j'ai commencé à consulter et on m'a dit effectivement qu'il y avait des troubles des interactions sociales, qu'il y avait une hypotonie, des troubles psychomoteurs, etc. Et il y a eu une prise en charge assez rapide à l'âge de 2 ans et demi, 3 ans. Mais bon, j'avais déjà une fille aînée qui avait un visage un petit peu curieux, un peu asiatique, mais qui m'avait pas forcément interrogée. Mais par contre, les malformations, les troubles neurocomportementaux de mon fils, l'autisme, finalement m'ont amené à m'interroger et je voulais agrandir la famille, je voulais un 3e enfant, donc j'ai questionné mes médecins, mais à chaque fois, on me répondait la même chose, il est bien pris en charge, pourquoi vous vous posez des questions, Madame Martin, mais ça ne me satisfaisait pas en fait. Et je le raconte dans mon livre Des paquines de scandale, je ne pouvais pas me taire, que j'ai écrit en 2017. En fait, au bout d'un moment, je me suis dit c'est trop de malchance pour être honnête, à la fois des malformations et des troubles neuro. Et j'avais lu un article de presse à l'époque qui parlait des fils d'agriculteurs qui avaient le même type de malformation suite à l'exposition aux pesticides au niveau de leur sexe. Et je me suis dit tous les jours, moi je sniffe pas des pesticides, par contre tous les jours je prends un médicament. Et en 2009, j'ai tapé médicaments dangereux pour la grossesse. Et je suis tombée sur le site d'un hôpital parisien, le CRAT, dont Nathalie a parlé précédemment, qui disait que le médicament le plus dangereux pendant la grossesse, c'était le Roaccutane, un antiacnéique, et que le deuxième, c'était la dépakine, celui que je prenais quotidiennement pour soigner mon épilepsie. Et là, forcément, je me suis écroulée parce que il parlait des malformations, des troubles neurologiques, l'autisme, les troubles psychomoteurs. Tout était marqué, donc je me suis dit tout le monde savait, on m'a menti et c'était pas inscrit dans ma notice en 2009. Quand on apprend ça et qu'on est parent et qu'on nous a menti, parce que pour le coup, il n'y a pas d'autre mot, c'est bien du mensonge, on a envie de se révolter. Oui, voilà, c'est ça, ça a été la colère. Pourquoi on m'a menti, pourquoi on m'a trompé, alors que tout le monde savait. Il y avait des articles scientifiques sur le sujet. Comment ça se fait? Après, petit à petit, on comprend que l'épilepsie, c'est une maladie extrêmement répandue, que donc potentiellement, on était un marché extrêmement porteur pour les laboratoires, parce que généralement, quand on est mis sous médicaments, on est traité à vie, quand la patiente est stabilisée. Donc, c'est le jackpot pour les labos, ce genre de choses. Oui, voilà, dire que leur médicament avait un effet secondaire grave, c'était potentiellement perdre une clientèle. Donc je pense que oui, il y a eu une manière délibérée d'omettre cet effet secondaire-là, dans le but de rester le médicament le plus prescrit pour soigner l'épilepsie. Bon, du coup, vous vous êtes dit, il faut qu'on fasse quelque chose parce que je ne dois pas être toute seule dans ce cas-là. Voilà, exactement. Et c'est vrai que en cherchant un petit peu dans la presse, j'ai découvert qu'il y avait eu déjà des procès en 2008 du côté de Tours. Donc j'ai contacté cette famille et je lui ai demandé si elle acceptait avec moi de créer l'association à Pézac. Et elle m'a répondu, elle m'a expliqué aussi ses déboires judiciaires, comment elle avait été dégoûtée de sa demande. Donc c'est comme ça qu'est née finalement la Pézac en 2011. Je me suis aperçue également qu'en Grande-Bretagne, il y avait des victimes qui avaient créé une association, l'OACS, donc j'ai un petit peu recopié ce nom-là et ça a donné à Pézac quelque chose d'à peu près prononçable. Et voilà comment a démarré l'association. Et très vite, j'ai compris que c'était en médiatisant l'affaire, en faisant appel aux médias, aux radios, que je pourrais rencontrer d'autres familles et alerter sur les dangers de ce médicament. Bien sûr, bien sûr. Donc depuis 2011, vous avez rencontré du monde? Oui, tout à fait. Au début, moi aussi, donc je suis dans la région de Perpignan, ça a été surtout la presse locale, que ce soit radio, télévisée ou le journal. Donc j'ai commencé d'abord à avoir des familles en local, et puis après, effectivement, j'ai choisi de me lancer dans le judiciaire. Et à ce moment-là, en 2011, on est en plein scandale Mediator. Je vois Irène Frachon à la télévision, je me dis mais qui c'est son avocat? Il me faut un avocat spécialisé dans le droit du médicament. Et donc je vais choisir un avocat parisien
Parisien, qui était très médiatique aussi à l'époque et qui va m'aider à contacter finalement la presse nationale. Et c'est comme ça que le scandale va véritablement avoir un retentissement national. Oui, parce qu'on est d'accord que c'est un scandale, hein. Je posais la question tout à l'heure à Nathalie, est-ce que c'était comparable à ce qu'on a vu pour le Mediator et d'autres médicaments? C'est un vrai scandale sanitaire. Ah oui, tout à fait, parce que, je veux dire, ce médicament, il est sur le marché depuis 1967. L'épilepsie, il y a environ 600 000 femmes traitées. Donc, bien sûr, et puis dans toute l'Europe, il y en a encore plus. C'était le médicament le plus prescrit pour soigner l'épilepsie. Donc, forcément, potentiellement, il y avait des dizaines de milliers de victimes. Et c'est ce que je vais démontrer par la suite en faisant finalement des études qui prouveront que le nombre de victimes était potentiellement entre 30 000 et 50 000. Et l'agence du médicament va à son tour sortir des chiffres assez similaires puisqu'ils vont conclure à peu près à 35 000. Donc voilà. Et c'est une estimation parce qu'à l'époque, dans les années 70, on n'avait pas de recensement de victimes, tout était sur papier, c'est difficile de quantifier le nombre de victimes. Bien sûr. Alors je posais la question tout à l'heure à Nathalie, si de temps en temps elle perdait espoir, est-ce que vous perdez espoir, Marine, ou pas? De temps en temps, j'ai un genou à terre, mais bien sûr, quand Sanofi m'en fait voir de toutes les couleurs en essayant de me faire virer, parce qu'aujourd'hui je suis patiente experte à l'agence du médicament sur tout ce qui est médicaments et grossesse, ils ont attaqué l'agence pour demander à me faire virer de ces comités d'experts. Ils ont été déboutés par le tribunal administratif. Quand sur mon dossier personnel, ils s'acharnent à réécrire, à envoyer des notifications au juge, à révoquer des experts pour faire traîner mon dossier. Je rappelle que je suis en procédure contre Sanofi depuis 2012 et que mon dossier n'a jamais été jugé. Donc voilà, ils me harcèlent de tous les côtés. Donc des fois c'est psychologiquement très difficile, on a envie de tout lâcher en disant mais pourquoi je me suis lancée dans cette galère. Et puis quand on arrive à avoir des victoires comme pour les pictogrammes, comme récemment pour la condamnation dans l'action de groupe, on se dit bon, tout le travail que tu fais, il est pas inutile. Voilà, ça paye. Donc même si ça charme en essayant de s'en prendre au tien, ne te laisse pas avoir. Entre guillemets, il faut défendre l'intérêt général, il faut rebondir, et de toute façon la plus grande victoire que j'ai aujourd'hui, c'est que quotidiennement effectivement on parle du sujet et on les a associés à un scandale sanitaire, et ça c'est ça finalement qui leur fait le plus mal. Le but c'est d'aller au bout. Oui, bien sûr. Je lâcherai rien. Comme je dis souvent, on a pris perpète avec nos enfants handicapés. Donc moi, ils m'auront en perpétuité sur le dos, effectivement, pour leur rappeler qu'ils ont empoisonné des gamins et qu'ils en ont tué certains. Bon, très bien. Marine, vous êtes à Rennes parce qu'il y a un spectacle de magie. Exactement, voilà, il y a un magicien qui est concerné par la problématique, qui me soutient et qui organise ce samedi 12 mars un spectacle de magie à Rennes au profit de l'association APESAC, et c'est très gentil à lui et à toute sa famille. Donc il y a des magiciens du monde entier qui vont venir distraire les familles et puis tous ceux qui souhaitent venir, et les bénéfices de ce spectacle iront à l'association et ça pourra m'aider à continuer nos actions. Bon, très bien. Merci d'être passée, Marine. Merci à vous. Oui, vous raccrochez pas, je vais vous dire au revoir hors antenne, je vais lancer une chanson. Nathalie, vous pouvez dire un petit mot à Marine, elle vous entend cette fois. Oui, merci. Merci d'être venue au téléphone. Oui. Merci d'être là au quotidien, parce que c'est mon grand soutien, Nathalie, et sans elle, je n'y arriverai pas non plus. La prochaine fois, vous venez en vrai, hein, Marine. Ah, promis, mais j'adore votre région. Il faut venir. Nathalie, elle vous accueille, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci. Merci, Marine, en tout cas. Nathalie, on se retrouve juste après une chanson. On dit au revoir à Marine, et puis après, on dit au revoir, comment contacter l'asso et vous aider à savoir. Oui, très bien. À tout de suite. Vous écoutez en ce moment le 12-13 de Souvenir FM. Vous écoutez en ce moment le 12-13 de Souvenir FM. Et aujourd'hui, mon invité du jour était Nathalie Horty, déléguée sud-ouest pour l'APESAC, et Marine Martin, qu'on a eu juste avant au téléphone. Vous avez vu, sans encombre, sans problème technique. Nickel, vous êtes parfait. Mais c'est incroyable. Mais on me le dit tout le temps, Nathalie, bien sûr. Bon, très bien, on a fait quasiment le tour. On a expliqué aux gens ce qu'il y avait en cours, les procédures en cours. Ce qu'on n'a pas dit aux gens, c'est comment on peut vous aider, comment on peut aider l'association, comment vous contacter pour avoir des infos aussi, si on en a besoin. Comment ça se passe, Nathalie ? Oui, donc s'il y a des familles qui sont concernées ou qui veulent envoyer des dons à l'association, puisque effectivement nous sommes une association reconnue et donc les dons peuvent être défiscalisés. Oui. Donc ça c'est important de le savoir. Donc on peut contacter l'association par téléphone au 01 76 54 01 34. Il y a un site internet également qui est www.apesac.fr.
apésag.org. Ouais. On peut contacter l'association. L'association a aussi une page Facebook, une page sur Twitter, Instagram, donc par tous les réseaux sociaux. On vous retrouve partout. Voilà, donc ça c'est, voilà, on peut nous contacter effectivement comme ça. Et voilà, les familles qui pensent être concernées par ces problèmes, que ce soit la dépakine ou les autres antiépileptiques. Alors on peut en citer quelques-uns, le Keppra, le Lamital, voilà, tous les autres antiépileptiques peuvent nous contacter. On fait du recensement de famille, on les aide, on les soutient, donc voilà. La molécule qui est en cause, c'est le valproate de sodium, c'est ça? Oui, le valproate de sodium qui est fabriqué à Mourinx, donc pas très loin de chez nous. C'est ça. Aussi. Ça. Bah oui, chez Sanofi. Voilà. Dans le bassin de Lac. C'est ça. Tout simplement. Bah oui. Voilà, ils étaient en grève la dernière fois que vous étiez venu. Ça faisait 94 jours. Les pauvres salariés, comme voilà, effectivement, ils sont aussi soumis à une direction qui n'a pas trop de cas de eux, et donc c'est vrai que c'est pour eux aussi un peu compliqué. Bon, très bien, très bien. Bah merci d'être venue, Nathalie, comme toujours. Merci à vous de m'avoir invité. Bah oui, la prochaine fois vous venez avec Marine, elle m'a promis, en raccrochant qu'elle venait parce que voilà, elle aimait bien la région et tout. Oui, donc, effectivement. Oui, mais depuis Perpignan, ça fait loin. Non, pas tant que ça. Un peu quand même. Pas tant que ça, 4-5 heures, même pas 4 heures. Ouais, les infos qu'il y a sur vos flyers, on les retrouve sur le site, hein? Oui, on retrouve sur le site, effectivement, tout est sur le site, toute la littérature scientifique également sur le site, également toute la presse, tous les articles. On retrouve sur le site énormément d'informations et les contacts, effectivement, si vous souhaitez prendre un avocat pour une procédure, les contacts également de médecins, si vous souhaitez un diagnostic. Bien sûr. Parce que il y a tout le côté judiciaire, mais il y a tout le côté médical qui est aussi important. Ouais. Ben voilà, apésag.org. C'est ça. Tout simplement. Oui. Tout simplement. Bon, merci d'être venue, Nathalie. Merci à vous, c'est toujours un plaisir de venir vous voir. Bah vous reviendrez. Oui. Bah, j'espère. Oui. Bon. J'attendrai peut-être pas 2 ans. Bah oui. Fois-ci. Non, mais bon. oui, mais en espérant qu'il n'y ait pas de confinement entre-temps. Non, mais il y aura plus. Voilà, il y aura peut-être autre chose. Bon, merci Nathalie en tout cas, à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Et quant à nous, on se retrouvera demain à partir de midi pile. Je serai accompagné de l'association Les Amis du Théâtre et on parlera de la pièce Iliade qui sera jouée demain soir à l'Atrium. Il y aura aussi les acteurs, je crois, et peut-être la metteur en scène. Je ne sais pas encore, je ne sais plus. On verra ça demain à partir de midi. Là, je vous laisse en musique jusqu'à 16h. C'est l'heure à laquelle Christophe prendra le relais. Il sera avec vous jusqu'à 20h. Passez un excellent après-midi. Prenez soin de vous. Prenez soin des autres et rendez-vous demain à partir de midi. À demain. L'invité du 12-13, c'est tous les jours du lundi au vendredi sur Souvenir FM.